We can see you, Steve. And you I see think that it's 2 I think a.m. the webinar has started. I think the webinar has started or recording has started. Merci. Salim, is that correct? Yep, it seems like someone started the webinar. Okay. Yeah, can we start or we can wait few minutes for participants to join because we are only 24. Maybe we Yeah. can give ourselves 2 to 3 minutes to allow the others to join. Sounds good, Sidi. Thank you. But we are live now, so the webinar is running. Ok. On va attendre 2 à 3 minutes pour permettre aux uns et aux autres de se joindre à nous avant de démarrer. Je pense qu'il y a du monde qui commence à se joindre. Je vois la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Sénégal, la Guinée, Madagascar, le Mali. Il y a le Togo aussi, la Mauritanie, bien sûr le Niger et la RDC parmi les panélistes. La Guinée-Bissau aussi s'est joint. Ok, je pense on peut démarrer. Ramonde? Bonjour à tous et peut-être bonsoir à ceux qui se connectent dans un autre hémisphère. Et bienvenue à la session, à la 4e session de ce webinaire sur la priorisation et le séquencement des nouvelles introductions de vaccins. Mon nom c'est Sidi Ndiaye, je suis agent technique de la vaccination à l'OMS et comme vous le savez, chargé des NITAC et de la coordination du travail du RITAC. Donc, juste un petit rappel, lors de la session, la 3e session, l'équipe de développement Catalyst est revenue sur les critères de sélection des vaccins, mais aussi sur la liste de présélection des vaccins que le GTCV doit faire comme première étape de cet exercice de priorisation. Et dans les critères de sélection, bien sûr, les GTCV étaient appelés à sélectionner des critères essentiels pour la prise de décision, mais aussi, c'est important, pour le contexte du pays, et d'autres critères qui sont moins importants, mais qui sont toujours utiles dans la prise de décision. On est revenu un peu sur aussi la méthodologie de recherche des données qui avait été présentée par le docteur Epossi. Et aussi, elle avait montré un peu les ressources qui sont disponibles autant au niveau global, au niveau régional,
qu'au niveau national, sur lesquels les GTCV peuvent aller pour rechercher les évidences. Donc, on a eu aussi les échanges d'expériences des pays qui ont déjà eu à conduire cet exercice. Et là, c'est une occasion pour moi réellement de les remercier. Depuis qu'on les a sollicités, ils viennent à chaque fois partager leur expérience avec les autres GTCV qui n'ont pas encore démarré cet exercice de priorisation. Il s'agit surtout de la République démocratique du Congo, de l'Éthiopie, du Niger, mais aussi, si je n'oublie pas, de la Guinée qui est en train de faire cet exercice et qui est très avancé. Mais aussi, c'est une occasion pour remercier tous les partenaires qui sont à l'origine de cette activité, à savoir le Centre d'appui au GTCV dans la région africaine, le NICH, qui est basé à l'Université de Cape Town. On a aussi GSI qui finance cette activité, mais aussi appuie techniquement. Et bien sûr, Développement Catalyst, qui est dirigé par Dr Kamel Senoussi et Florian, qui ont eu à apporter tout leur appui sur l'organisation de ces webinaires-là, étant donné qu'ils sont les développeurs de cet outil. Bien sûr, les autres partenaires que sont Gavi et l'UNICEF et nos collègues de l'OMS au niveau des bureaux pays, pour la facilitation de la participation des GTCV, mais aussi les collègues des HQ, notamment Johanna, qui pilote cette activité au niveau global. Donc, sans tarder, aujourd'hui, nous allons parler des applications pratiques de l'exercice de priorisation, à savoir donc comment prioriser les candidats vaccins sur leur importance et leur faisabilité, et comment aussi élaborer des scénarios de séquençage. Et cela va être présenté par Johanna Fiman de l'OMS siège. Nous allons avoir l'expérience, le partage d'expérience du Niger par professeur Eric Adeossi et de la RDC par professeur Abdom Moukalai. Et bien sûr, il y aura des sessions de discussion avec ces présentations-là. Avant de conclure avec Stéphane Sossler, qui est au niveau des Gavi, un expert reconnu de la vaccination qui va clore le webinaire. Avant toutes ces présentations, nous allons avoir Dr Imen Ayouni qui va nous entretenir sur les obstacles et facteurs favorables du PF du programme élargi de vaccination dans les systèmes de santé. Donc, sans tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet et donner la parole à Imen Ayouni pour la présentation. À vous, Imen. Merci, docteur Sidi, merci. Alors, permettez-moi une seconde pour partager la présentation. Alors. Alors, bonjour tout le monde. Donc, je m'appelle Imen, je suis doctorante avec VACFA. Et, ok. Donc l'objectif principal de cette présentation est de sensibiliser à l'influence des dimensions des systèmes de santé sur les programmes de vaccination et à la manière de les utiliser pour formuler les recommandations du GTCV. Pourquoi mettre en contexte la prise de décision et la mise en œuvre des vaccins dans le cadre des réalités du système de santé? Premièrement, parce que l'introduction d'un nouveau vaccin augmente la charge du travail du personnel de santé. L'introduction de nouveaux vaccins est retardée en raison des difficultés extérieures du PEV. Les déficits de financement continuent de peser sur la santé. L'introduction de nouveaux vaccins nécessite un développement important de la chaîne du froid et de la logistique.
Et la qualité du leadership et la responsabilité sont des facteurs prédictifs importants de la couverture vaccinale. Et finalement, les recommandations du GVCV échouent lorsque les contraintes du système sont mal prises en compte. Euh, donc, les performances en matière de vaccination dépendent du système de santé dans son ensemble. Les facteurs facilitants et les obstacles du système de santé influencent les recommandations du GTCV et les GTCV doivent comprendre les contraintes du système afin de formuler des recommandations crédibles et réalisables. Alors, il faut aussi appliquer une perspective systémique complexe. Donc, les systèmes de santé sont des systèmes complexes. Cette complexité signifie que les interventions telles que l'introduction des nouveaux vaccins peuvent avoir des conséquences imprévues, ce qui nécessite une réflexion systémique pour comprendre les boucles de rétroaction, les points d'appui, les interactions entre le matériel et les logiciels des systèmes afin d'apporter des améliorations efficaces. Donc, la réflexion systémique ou pensée systémique permet de développer une compréhension commune des défis complexes afin d'élaborer des solutions complexes plutôt que de se contenter d'observer depuis un seul point de vue. C'est-à-dire, c'est l'approche verticale. Alors, il faut aussi comprendre les cadres des systèmes de santé. Donc, un cadre des systèmes de santé aide les décideurs politiques, y compris les GTCV, à identifier les défis et à formuler des recommandations pertinentes pour les surmonter. Donc, on a les prestations, ce sont les éléments constitutifs du système de santé qu'on doit comprendre pour bien pour les recommandations et ou pour l'introduction, y compris l'introduction des vaccins. Donc, on a les prestations des services, comme les réseaux, les normes, responsabilités. On a les personnels de santé. Il faut comprendre les disponibilités, les compétences, la rétention, etc. Il y a les systèmes d'information. Il faut comprendre la surveillance, la qualité des données, l'intelligence décisionnelle, les produits médicaux comme les achats, la chaîne logistique, chaîne du forward, le financement, c'est ce qui concerne la collecte des fonds, mise en commun, les achats, l'équité et finalement la gouvernance. Ce sont les politiques, les réglementations, coordination, l'encadrement, etc. Alors, deux facteurs clés sont le contexte et les acteurs. Le premier facteur, c'est le contexte, et le deuxième facteur, c'est les acteurs et les parties prenantes. Donc, il y a des relations multiples et dynamiques entre les éléments constitutifs d'un système de santé. Donc, et il faut comprendre ces relations pour une distribution efficace des vaccins. Les éléments interconnectés doivent fonctionner ensemble pour être efficaces. Aussi, les changements dans un domaine ont des répercussions ailleurs, ou le changement dans un élément, dans un élément affecte les autres, et les améliorations dans un élément ne peuvent pas être réalisées sans la contribution des autres éléments. Et il faut le renforcement du système de santé au sein des éléments constitutifs entre eux pour améliorer les éléments constitutifs et gérer leur interaction de manière à mettre en place des programmes de vaccination plus équitables et durables, ce qui nécessite à la fois des connaissances techniques et politiques et des mesures concrètes. Donc, c'est pour résumer, les éléments constitutifs interagissent pour produire des résultats en matière de santé ou de vaccination dans notre cas. Donc, les obstacles rencontrés dans un élément affectent les autres et donc l'ensemble du système. Donc, la vaccination est intégrée dans un système de santé. Les performances en matière de vaccination dépendent de la formation et l'encadrement du personnel, la fiabilité de la chaîne logistique, de la couverture des services et des actions de sensibilisation, campagnes de sensibilisation, de la qualité des données pour la microplanification, de la gouvernance et de la responsabilité, et finalement des ressources financières pour les opérations et les produits. Alors, quels sont les obstacles actuels auxquels sont confrontés les programmes de vaccination? Euh, Comme on l'a déjà dit, donc ce sont les éléments constitutifs du système et les obstacles
pour chaque élément, on peut dire il y a un mauvais entretien de la chaîne du froid, il y a le manque d'infrastructures, il y a le faible niveau de connaissance ou formation des professionnels de santé en matière de vaccination, le manque des données fiables sur la couverture vaccinale et de mécanismes de surveillance des effets indésirables post-vaccinaux, la disponibilité irrégulière des vaccins en raison de perturbations de la chaîne de logistique, et les réductions budgétaires des priorités et faible demande des vaccins. Donc, les facteurs clés, surtout pour les pays à revenus faibles et intermédiaires, on a le contexte, donc qui affecte ces éléments constitutifs, principalement croyances socioculturelles comme l'hésitation à la vaccination, zones touchées par les conflits, euh, pardon, population non vaccinée ou ce qu'on appelle en anglais zéro dose. Et on a les acteurs ici sont les GTCV, ministère de Santé, les utilisateurs du système de santé, c'est-à-dire la population générale qui a besoin d'être vaccinée. Donc, les éléments constitutifs interagissent pour produire des résultats en matière de santé ou vaccination. Donc, les obstacles rencontrés, comme je l'ai mentionné, dans un élément affectent les autres. Et donc, l'ensemble du système de santé, le renforcement du système dans le contexte de programmes de prestations verticaux. Donc, l'immunisation est traditionnellement une approche verticale comme pouvons le penser différemment. Donc, comment peut-on penser différemment? Il faut penser aux facteurs complexes comme le contexte et les acteurs. Et donc, considération relative au système de santé pour la priorisation et l'introduction des vaccins. Donc, premièrement, un engagement politique fort en faveur de l'introduction du vaccin, disponibilité des politiques guidant la mise en œuvre des vaccins, vaccins disponibles, chaîne froid efficace et système logistique, et finalement, service modèle de distribution des vaccins efficaces de qualité. Considération relative au système de santé pour la priorisation et l'introduction des vaccins. On a des vaccins abordables grâce à un financement durable, des prestataires de soins de santé compétents et formés en matière de vaccination, surtout dans le contexte actuel de la misinformation, de l'hésitation à la vaccination, etc. Communication solide, adaptée à la culture et au contexte. Suivi efficace et amélioration continue du programme de vaccination guidé par des données de qualité. Donc, appliquer la réflexion sur les systèmes de santé qui cadre, c'est un framework. Donc, les GTCV doivent comprendre les points forts et les points faibles des différents éléments constitutifs du système de santé, analyser les obstacles liés au système de santé et les problèmes transversaux affectant la vaccination, identifier les domaines dans lesquels les politiques doivent être réformer, impliquer la société civile et la communauté, comprendre les perceptions et les attentes des parties prenantes et finalement formuler des recommandations réalisables dans le cadre des systèmes locaux et apprécier la complexité. Cela parce que comprendre le système de santé, c'est très important pour la faisabilité de l'introduction ou de la priorisation des vaccins. On peut pas faire une recommandation ou faire un programme réussi d'introduction d'un nouveau vaccin ou bien de priorisation sans comprendre le système de santé pour principalement comprendre la faisabilité de faire ça. Donc, en résumé, une réflexion approfondie sur les systèmes de santé conditionne le succès des décisions en matière de vaccination et des programmes de vaccination. Et merci. Donc, maintenant, on passe à des questions. On va répondre à des questions qui ont été posées pendant les webinaires précédents. Et alors, donc, on va commencer par la première question. On a Johanna qui va répondre à ces questions. Johanna? Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Johanna de l'OMS. Comme disait Sidi, je suis basée au siège à Genève. J'ai vu certains d'entre vous
il y a une dizaine de jours en Guinée à la réunion des directeurs du PEP. Donc je continue sur les présentations qui sont liées donc à la priorisation et l'optimisation. Je suis le point focal sur cette activité à l'OMS au siège. Donc, en ce qui concerne cette question, comment réduire davantage les 71 critères après avoir hiérarchisé les vaccins? Donc, on revient vraiment sur la présentation qui a été faite sur le troisième webinaire, où l'objectif était vraiment de sélectionner quels sont les critères à prendre en compte pour revoir et comparer les différents vaccins qui pourraient être introduits et qui peuvent être revus par le GTCV. Donc, il est vraiment important de comprendre qu'on ne recommande pas d'utiliser les 71 critères. Cette liste, elle existe pour vous permettre de sélectionner les critères que vous jugez les plus pertinents selon votre contexte, selon les vaccins que vous allez revoir. Et le but de la première phase d'adaptation du contexte est vraiment de sélectionner quels sont les critères les plus appropriés. En moyenne, selon les expériences des différents pays, on note à environ 12 à 15 critères en général qui sont sélectionnés. Et donc, on va voir aujourd'hui comment ensuite, pour chaque critère, les données probantes et les évidences sont rassemblées pour être présentées, pour informer donc la prise de décision et les recommandations sur la priorisation. Donc encore une fois, cette liste, elle est là pour vous aider dans votre réflexion. Elle résume les critères les plus utilisés dans les prises de décision des GTCV. Elles ne correspondent pas à l'ensemble des critères que vous devez utiliser, mais vraiment plutôt piocher lesquels seront les plus appropriés pour l'exercice que vous faites selon les programmes et votre contexte. Merci. Merci, Joanna. Donc, on passe à la deuxième question. Donc, ce sont des questions des webinaires précédents. On vous encourage de poser vos questions dans l'IA Inbox. C'est Q&A, donc Q&A. Vous pouvez poser toutes vos questions dans le box et on va essayer de répondre à toutes les questions. Donc, Joanna. Oui, merci. La question des données locales est souvent complexe à gérer. Encore une fois, on invite vraiment à une revue des évidences et des données probantes en fonction des exercices qui peuvent être faits notamment par les pays voisins et pour permettre donc d'apporter une comparaison réaliste, on va dire, par rapport aux données locales qui peuvent être manquantes. Malheureusement, je n'ai pas de solution magique à proposer dans ce contexte-là, mais je vous invite à vous appuyer sur les données globales et régionales, et lorsqu'elles sont disponibles, de pouvoir vraiment vous appuyer sur les expériences des pays alentours qui peuvent éventuellement avoir des données. On va revoir encore une fois aujourd'hui comment présenter les différentes sources et les différentes éléments qui sont présentés au GTCV lors de la présentation des évidences et les discussions. Merci, May. Merci, Joanna. Aussi, je peux ajouter, il faut aussi, si c'est possible, collaborer et collecter nos propres données locales, si c'est possible, bien sûr. Donc, maintenant, une autre question pour Laura. Oui, merci beaucoup et merci pour la question. Bienvenue tout le monde. Laura Schimp, directrice d'immunisation avec JSI. C'est important, question par rapport aux concerns qu'on voit avec les clients et la population sur la sécurité vaccinale et la sécurité des injections. Heureusement, je sais que avec quelques pays, il y a la difficulté d'avoir l'information, les données locales, mais il y a plusieurs réseaux en ligne qui sont disponibles et je vais partager ça dans le chat. Il y a le noyau de Vaccine Safety Net. C'est un réseau d'information lié avec l'OMS, surtout aussi le site de l'OMS qui donne l'information sur la sécurité des injections et le MAPI. Et aussi, il y a quelques autres
lignes sur Internet qui sont disponibles pour suivre la sécurité des injections liées avec le travail de Johns Hopkins et l'Institut pour la sécurité vaccinale. En plus, il y a un dashboard qui vient d'être commencé avec le programme de CEPI et le partenariat pour un plafond de vaccination en urgence. Et ça donne l'information sur la sécurité. Donc, comme j'ai dit, je peux mettre tout ça, pardon, je peux mettre tout ça dans le chat pour avoir le lien direct avec l'Internet. Merci. Merci beaucoup. Alors, vous pouvez continuer à poser vos questions dans le Q&A box. Et maintenant, on va passer à Joanna. Merci. Merci beaucoup, Imen. Donc, je partage mon écran. Hop. Voilà. Alors, donc, je vais donc me concentrer sur cette présentation sur l'étape suivante. Encore une fois, un petit rappel, comme l'a fait Sidi déjà, la dernière session a vraiment mis l'accent sur l'adaptation du cadre méthodologique, choisir les vaccins, choisir les critères qui doivent être pris en compte pour cette phase de priorisation et de séquencement. On passe maintenant donc à la deuxième phase qui permet vraiment l'évaluation, la priorisation et le séquencement des vaccins, qui conduira donc à la recommandation qui sera faite au ministère de la Santé. Donc, je vous rappelle que cette deuxième phase, elle comporte vraiment 3 étapes. La première, c'est de revoir les évidences. La deuxième est donc de classer les vaccins pour pouvoir avoir une discussion du GTCV et faire vraiment une recommandation sur la priorisation. Et donc, cette troisième phase qui permet de catégoriser les vaccins selon leurs priorités et de préparer également plusieurs scénarios de séquencement. Donc, je vais revenir sur ces 3 étapes pendant la présentation. Donc, la première qui est vraiment au niveau du classement des critères. Donc, comme on l'a dit, lors de la première phase, vous avez sélectionné une douzaine, une quinzaine de critères, et je sais que j'ai un commentaire sur le chat, donc je reviendrai également dessus à la fin de cette présentation. Il est important que ces critères soient sélectionnés entre la partie importance et la partie faisabilité. Vous vous souvenez que sur ces critères d'importance, il est vraiment la question de pourquoi ce vaccin est important pour le pays, avec par exemple les questions de mortalité, d'efficacité réelle du vaccin. Il est important que la revue des évidences et le classement, on va dire, de ces critères soit fait d'abord sur l'importance, ensuite sur la faisabilité. Et donc, pour chaque revue des données probantes et donc des évidences, on commencera par revoir d'abord le premier critère d'importance, le deuxième, le troisième, etc., pour avoir un classement combiné d'importance, et ensuite passer sur la faisabilité. Quand on parle de faisabilité, on a bien sûr les liens avec les questions programmatiques, et donc je fais référence encore une fois à la présentation qui a été faite par Imen sur vraiment l'importance de prendre en compte le contexte et les opportunités dans un cadre vraiment de l'entièreté du système de santé. Donc, à quel point cette introduction, elle est réaliste dans le contexte du pays. Et donc, on pense par exemple à la disponibilité des vaccins, mais également aux questions de chaîne de froid, etc., etc. Et donc, encore une fois, on va revoir chaque critère de faisabilité un par un pour avoir un classement combiné. Donc, ce que ça veut dire, c'est que pour chaque critère, le secrétariat du GTCV ou bien le groupe de travail qui est en charge de la synthèse des évidences va préparer un résumé pour chaque critère, pour chaque vaccin. Donc, bien évidemment, ça représente une charge de travail qui va ensuite être présentée pour que le GTCV puisse revoir chaque critère et chaque information. Il est vraiment important, et je vous montrerai dans l'exemple suivant,
de reprendre la question des sources, des hypothèses et les questions de modélisation également. Et on revient donc à la question qui avait été posée sur la disponibilité des données locales ou la pertinence d'utiliser donc des informations complémentaires lorsque vous présentez ces évidences au GTCV. Une fois que toutes ces évidences ont été, toutes ces données probantes ont été présentées, donc le GTCV va discuter et ça va permettre d'arriver à un vote avec des instructions claires pour permettre de définir donc un classement pour chaque évidence qui va être revu sur l'ensemble des vaccins qui sont pris en compte pour cet exercice de priorisation. Donc, je vous ai présenté la théorie, mais laissez-moi maintenant vous montrer quelques exemples. Vous avez ici un exemple au niveau de l'efficacité réelle sur plusieurs vaccins qui a été présenté. Et vous voyez ici ce à quoi je faisais référence en termes des commentaires et qui permet vraiment de donner du contexte sur la fiabilité, les sources qui sont présentées en termes des données. On voit donc ici que cette diapo a permis de comparer l'efficacité réelle sur tous les vaccins qui sont pris en compte dans l'exercice de priorisation par ce pays. On aura bien sûr les exemples ensuite qui seront présentés notamment de la RDC qui pourra contribuer donc à amener cette question pratique plus réelle. Donc la deuxième étape en termes de classement, on voit ici qu'une fois que les évidences ont été présentées, là on regarde encore une fois l'efficacité réelle, mais ça s'applique à tous les critères, vous avez donc un vote qui est fait avec un ordre de priorité. Plus le score est faible et plus la priorité est importante. Donc on voit par exemple que on a aussi considérer les votes du GTCV et les votes des autres participants séparément pour vraiment mettre en valeur les recommandations du GTCV et donc également considérer les questions éventuelles de biais ou d'influence qui peuvent interférer sur ces questions d'évaluation et de vote. Donc, une fois que ce vote a été fait sur tous les critères d'importance et de faisabilité, ces classements sont donc inclus donc, dans un tableau récapitulatif avec sur la partie haute les classements d'importance. Donc vous voyez encore une fois tous les vaccins et tous les indicateurs sélectionnés qui permettent d'arriver à un classement avec pondération et donc un ordre de priorité. La même chose est appliquée ensuite sur les classements de faisabilité. On utilise ensuite ces données pour placer donc les vaccins sur une matrice à 4 quadrants qui permet de reprendre l'importance et la faisabilité et donc avoir un visuel beaucoup plus clair sur ce qui est important et plutôt facile en termes de mise en œuvre et à l'inverse, ce qui est moins important ou considéré moins important est plus compliqué. Et ça permet ensuite donc d'avoir, encore une fois, en s'appuyant sur la discussion et le consensus au niveau du GTCV, de prioriser des niveaux ou de donner des niveaux de priorisation aux vaccins sur la base donc, de ces classements, mais à la fois aussi des discussions. Donc vous avez ici un exemple entre les vaccins très prioritaires et les autres vaccins. Donc une fois que ce classement est fait, vient la question de prendre en compte les contraintes programmatiques. Encore une fois, les exemples qui seront présentés donneront plus de détails à ce niveau-là, mais je tiens encore une fois à souligner les questions de contraintes programmatiques qui doivent être amenées par le PEV, et ça reprend notamment la charge de travail, la planification des campagnes, mais aussi des contraintes politiques, des contraintes qui peuvent être liées à l'incertitude, et notamment par exemple des élections ou des événements extérieurs, et également des contraintes qui sont directement liées au vaccin. Par exemple, en termes de production et d'accès, est-ce que
le marché est suffisamment stable pour envisager une introduction rapide ou est-ce qu'il y a des problèmes de disponibilité? Et bien évidemment, dans le contexte actuel, et particulièrement pour les pays qui sont soutenus par Gavi, les questions de contraintes de financement sont extrêmement importantes également. Quelles sont les conditions potentielles d'accès aux subventions et quelles sont les conditions de soutien? Donc, on peut reprendre par exemple ici un rappel de quelles sont les questions à prendre en compte. Donc, vous voyez ici, par exemple, l'introduction du vaccin contre le paludisme serait impactée par le travail qui est prévu donc en 2024-2025, des campagnes qui sont prévues, des mises en œuvre d'autres engagements au niveau des bailleurs qui risquent donc d'utiliser l'intégralité, on va dire, des ressources humaines et des capacités du pays à introduire un autre vaccin serait limitée. On a évidemment le big catch-up, etc., etc. Comment est-ce que ces questions programmatiques peuvent influencer ou, on va dire, définir le timing ou la date d'introduction réaliste de ces nouveaux vaccins? Et donc, encore une fois, et je tiens vraiment à souligner, je sais qu'il y a des slides qui peuvent paraître un petit peu complexes avec des graphiques ou des visuels qui ne sont pas forcément toujours disponibles. Vous avez des canevas qui font partie de l'outil, notamment donc sur les présentations des scores, etc. Donc, vraiment pour faciliter cette présentation visuelle qui facilite les discussions du GTCV. Donc, vous voyez ici sur cette slide une revue donc des différents vaccins qui ont été considérés très prioritaires et prenant en compte donc les contraintes, les incertitudes et une perspective donc d'année d'introduction la plus précoce et à l'inverse la plus tardive. Ce qui permet vraiment de travailler sur cette idée de séquencement et d'améliorer la planification au niveau du programme, mais également au niveau budgétaire, etc. Donc, les éléments clés à prendre en compte quand on élabore ces scénarios, c'est vraiment, et je vous laisserai revoir tout en détail au niveau de ces conseils, etc. Mais je pense que les points clés sur cette diapo sont vraiment l'importance d'élaborer au moins 2 scénarios qui va permettre donc de s'adapter en fonction des incertitudes à prendre en compte, que les hypothèses qui permettent d'élaborer ces scénarios soient claires, que ces scénarios ils soient cohérents avec l'ordre de priorité des vaccins qui ont été recommandés. Donc évidemment qu'il serait incohérent de mettre en avant un scénario avec un vaccin qui a été considéré comme une faible priorité dans l'ordre comme une des premières introductions à prendre en compte. Ces scénarios, donc, ils doivent être compatibles avec les contraintes du programme, mais aussi de la disponibilité des vaccins. Et encore une fois, d'encourager également une approche réaliste. Je pense que par le passé, que ce soit sur les plans pluriannuels, probablement certainement sur les stratégies nationales de vaccination, on a vu des agendas très ambitieux qui avaient par exemple 5, 6 d'introduction de nouveaux vaccins prévus sur une période relativement courte, 3, 4 à 5 années. Est-ce que c'est réellement réaliste? Alors, je sais qu'il y a toujours des exemples pour prouver que c'est possible, mais je pense qu'il y a aussi énormément d'exemples qui montrent que cet agenda ambitieux n'a pas été forcément mis en œuvre comme prévu. Donc, encore une fois, beaucoup de conseils sur cette façon de présenter des scénarios, mais en rappelant vraiment l'importance de prendre en compte ces facteurs d'incertitude qui peuvent impacter la mise en œuvre des recommandations du GTCV. Donc, un dernier exemple pour vous montrer à quoi ces scénarios peuvent ressembler, avec donc un scénario 1 primaire qui prend en compte donc d'abord l'introduction du vaccin contre la rubéole et ensuite de passer donc sur le vaccin méningite donc multivalent
suivi par le choléra et la typhoïde. Or, l'incertitude au niveau de la disponibilité du vaccin MMCV a conduit à un deuxième scénario alternatif. Et on voit bien que dans ce cas-là, le GTCV recommande d'introduire le méningite A et ensuite, dès que possible, donc de switcher sur le MMCV plutôt que d'introduire la typhoïde. Donc, on voit bien comment le GTCV a priorisé donc cette introduction de protection de la méningite avant de passer sur une protection contre la typhoïde. Donc, il me semble que c'est ma dernière slide. Voilà, donc je termine cette présentation et Imen, donc je vous redonne la parole pour la suite. Merci beaucoup. Je crois que je donne la parole maintenant à Eric pour une présentation plus concrète et un exemple pays clair qui va appuyer donc cette théorie que j'ai pu présenter. Eric, à vous. Merci beaucoup. La technique se met en place. Merci beaucoup. En fait, j'ai l'honneur de vous présenter donc l'expérience du Niger au nouveau vaccin. Je pense qu'il y a, attendez, il y a un petit bug. En fait, j'avais préenregistré, donc il faut que je coupe le son. Voilà. Donc, voilà le partage. Désolé pour ce contretemps. Voilà. Donc, le Niger, par ma voix, va vous présenter son expérience sur la priorisation et le séquencement de l'introduction de nouveaux vaccins. Je pense que je vais aller très vite sur les premières slides, vu que Johanna vraiment a fait le point par rapport à tout le processus. Donc, et pour vous parler un peu du contexte dans lequel tout ça s'est inscrit, il y a d'abord, d'une part, les contraintes un peu nationales de la direction des immunisations, dont notamment l'élaboration de plusieurs documents stratégiques et les nécessités de réadapter le calendrier vaccinal du PEV, et d'autre part, l'agenda un peu international avec le développement de nouveaux vaccins et de nouvelles combinaisons de vaccins, entraînant donc l'accroissement de la pression sur les pays sur l'introduction de nouveaux vaccins et l'inclusion d'un nombre important de vaccins dans la liste des vaccins soutenus par Gavi. Et c'est pour ça que le GTCV a été saisi pour la priorisation et l'introduction donc de nouveaux vaccins. Alors, très rapidement, ça s'est passé en 3 stades. Je pense que Johanna en a parlé. Le premier stade, c'était un atelier dans lequel nous avons présélectionné les vaccins à considérer pour l'exercice. Ensuite, nous avons fait une liste priorisée des critères en tenant compte des critères d'importance et des critères de faisabilité. Et nous avons fait un plan de travail pour la collecte et la préparation des données pour l'évaluation. Le deuxième atelier, c'est un atelier qui permettait d'évaluer et de faire la priorisation et le séquencement. Et là, au décours de cet atelier, la liste priorisée des vaccins pour l'introduction a été classée en très prioritaire et prioritaire. Et on a fait 2 scénarios de séquencement basés donc sur les contraintes du système de santé. Et enfin, nous avons formulé des recommandations
qui ont été finalisés et partagés donc avec la direction des immunisations et le ministère de la Santé publique. Alors, très rapidement, nous avons retenu un horizon de 5 ans entre 2025 et 2030 pour l'introduction donc, des vaccins. Et nous avons choisi 8 vaccins sur les 20 proposés que vous voyez listés là. C'est la rougeole, rubéole, la typhoïde, le HPV, l'hépatite B à la naissance, le pentavalent pour la méningite, les nouveaux vaccins de la tuberculose, l'hexavalent et le choléra. Et nous avons sélectionné 14 critères sur 85 proposés. Quand nous, on a fait le travail, en fait, ce n'était pas limité à 111, mais il y avait 85 critères. Et nous avons sélectionné donc les critères d'importance liés donc à la maladie et au vaccin et les critères de faisabilité qui sont liés beaucoup plus à aux aspects programmatiques donc, du programme. Ensuite, nous avons je ne reviendrai pas sur ce que Laura a dit, je vais juste parler de ce que nous avons retenu. Pardon, ce que Johanna avait dit, c'est que le premier vaccin en termes de priorisation sur les critères d'importance a été l'hépatite B à la naissance, puis la rougeole et la rubéole, les méningites, le HPV, l'hexavalent, la tuberculose, le TCV et le choléra. Rapidement, sur cette slide, je vous ai montré les résumés des évidences qui ont été collectées qui nous ont permis d'arriver à ce résultat. Puis, nous avons les résultats de la priorisation selon les critères de faisabilité. Et là, toujours l'hépatite B à la naissance revient, la rougeole, rubéole. Là, maintenant, l'hexavalent en 3e position, le vaccin contre la fièvre typhoïde en 4e, puis le vaccin contre le HPV, les méningites multivalents, le choléra et la tuberculose. Donc, à partir donc, de ça, je vous montre sur ce tableau donc, les évidences qui ont été collectées. Et pour arriver finalement au tableau un peu qui classe chaque vaccin à la fois selon les critères d'importance et les critères de faisabilité, en sachant que les critères d'importance ont été pondérés avec une pondération 2 fois plus importante que les critères de faisabilité. Et ce qui est retenu, c'est que l'hépatite B à la naissance revient en première position, puis le vaccin de la rougeole rubéole, l'hexavalent, la méningite multivalent, le HPV, le vaccin contre la fièvre typhoïde, le choléra et la tuberculose. Alors, nous avons classé donc en vaccin très prioritaire, c'est l'hépatite B à la naissance, la rougeole rubéole, puis la typhoïde. Et ces vaccins très prioritaires doivent être installés, mis en place entre 2025 et 2027. Puis les vaccins prioritaires entre 2028 et 2030, il s'agit du pentavalent sur la méningite, le vaccin contre le HPV et ensuite, nous avons tenu compte, comme l'a dit Laura, tenu compte des contraintes et des incertitudes et surtout des chantiers qui sont en cours au niveau donc, de la direction des immunisations. Il s'agissait notamment de l'introduction du vaccin contre le paludisme que nous sommes en train de mettre en place actuellement, les campagnes donc, de fièvre jaune en 2024-2025, les campagnes rougeole nationale en 2025 et une campagne sous-régionale du NOPV2. Concernant les contraintes, il s'agit donc au niveau des vaccins. En fait, pour pouvoir être éligible pour la rougeole rubéole, il faut 80% de couverture vaccinale sur le VAR. Et la deuxième contrainte, c'est pour le TCV contre la fièvre typhoïde que nous avons voulu mettre, il faut une acceptation de la demande de financement par Gavi. Et les incertitudes, c'est surtout le soutien par Gavi de la dose à la naissance contre l'hépatite B, la disponibilité des doses de vaccins contre le papillomavirus et les méningites multivalents et la couverture efficace, donc effective des sérogroupes circulants par le vaccin contre le VPH, vu que nous n'avons aucune donnée ici au Niger sur les sérogroupes circulants. Alors, à partir de là, nous avons tiré donc les différents, deux scénarios.
un scénario principal qui consistait à introduire l'hépatite B à la naissance en 2025. En 2027, la rougeole, rubéole et l'hexavalent. En 2027-2028, le vaccin contre la fièvre typhoïde. En 2029-2030, le vaccin contre les papillomavirus humains et le pentavalent. Mais ça, c'était si la couverture donc, pour le VAR était supérieure à 80% et si la prise en charge de l'hépatite B à la naissance a été accordée par Gavi. Et le scénario 2, c'était donc d'introduire le vaccin contre la fièvre typhoïde conjugué, d'accord, en 2 ans, en 2025-2026, associé à l'hexavalent. Puis, entre 2027 et 2028, mettre en place le vaccin de l'hépatite B et de la rougeole rubéole. Entre 2029 et 2030, le vaccin contre le papillomavirus humain et les méningites. Alors, donc, quelles sont les leçons qui ont été apprises au cours donc, de cet exercice? Je pense qu'on l'a beaucoup souligné, c'est le manque de données locales. C'est vraiment un obstacle à une priorisation optimale. Et on a vraiment besoin d'études supplémentaires. Donc, on doit avoir des données épidémiologiques locales. Nous l'avons vu sur les sérotypes, par exemple, circulant pour le papillomavirus humain, la distribution du poids de la maladie des différents types de typhoïdes entre les typhi, paratyphi A, B et C. Pardon. Le poids des hépatites par classe d'âge. Ensuite, il faut vraiment des données très importantes, très intéressantes sur l'information sur la chaîne d'approvisionnement, notamment les disponibilités potentielles du vaccin, surtout méningite multivalent pour les 5 prochaines années parce que le Niger fait vraiment partie de la ceinture cyclémique et les épidémies de méningite sont récurrentes. Il faudrait aussi avoir des données régulières sur la disponibilité des autres vaccins afin d'adapter donc les scénarios de priorisation. Alors, les autres leçons apprises, c'est sur la priorisation et la planification stratégique. Il est nécessaire de faire une évaluation rigoureuse basée sur les critères d'importance de la maladie et de la faisabilité au niveau du programme. Nous avons sélectionné 14 critères ici au Niger, parmi lesquels donc des critères qui concernent donc la charge de la maladie et les facteurs de faisabilité. Et il est très important donc de faire ce travail pour pouvoir l'intégrer dans les documents stratégiques nationaux tels que la stratégie nationale de vaccination et le FPP de Gavi. Et enfin, sur les leçons apprises, c'est sur les contraintes opérationnelles et logistiques qui doivent tenir compte de la faisabilité logistique et de l'impact sur les programmes de santé. Je peux prendre quelques exemples. On a eu dans notre travail l'introduction de certains vaccins qui avaient un impact programmatique positif, tel que l'introduction de l'hexavalent, qui va diminuer le nombre d'injections et qui va augmenter la couverture et diminuer les besoins en chaîne de froid. Nous avons des vaccins qui avaient un impact programmatique nul, le vaccin contre la rougeole et rubéole. Donc, c'est juste un switch du VAR. Ensuite, les vaccins qui avaient un impact programmatique négatif, comme celui de la méningite multivalent, qui nécessite donc un contact supplémentaire, un volume conséquent pour la chaîne de froid. Il en est de même pour le vaccin contre le papillomavirus et le choléra. Il faudrait faire attention aussi aux compétitions avec les chantiers en cours donc, du programme, notamment l'introduction du vaccin contre le paludisme, les campagnes sur la fièvre jaune et la rougeole. Mais vraiment la plus grande leçon et la dernière apprise, c'est la flexibilité. En effet, vous avez vu que nous avons eu 2 scénarios, mais finalement, c'est un 3e scénario qui s'est appliqué parce que juste à la fin donc, de notre exercice de priorisation, il y a eu une très grande épidémie de méningite à Niamey qui a fait reconsidérer en fait notre priorisation et le fait que Gavi ait disponibilisé ce vaccin, il est passé pratiquement en première position avec l'introduction du TCV. Je vous remercie de votre attention. Merci.
Voilà. Allô, vous m'entendez toujours? Oui, je peux continuer. Oui, oui, merci. Merci. Je ne sais pas si ma présentation est partagée. Prof, vous pouvez mettre ça en mode diapo, s'il vous plaît. Oui, 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 oui. Je vais le faire tout de suite. Merci. Je vais. Voilà. Est-ce que vous me captez, s'il vous plaît? Oui, c'est en mode diapo. Merci. Ok, merci. Je m'appelle Abdon Moukalaï. Je suis président de GTCV RDC et je vais présenter l'expérience de priorisation et séquencement des introductions de nouveaux vaccins en RDC, leçons apprises et défis. Avec ce plan, contexte, méthodologie, résultats et leçons. Dans le contexte, je voudrais retenir seulement ces points. La RDC a des problèmes de couverture vaccinale, de lourds fardeaux de morbidité, mortalité, des maladies prioritaires et également la volonté du GTCV depuis 2023 en septembre. Nous avons essayé de prioriser quelques 8 vaccins qui paraissaient disponibles en collaboration avec le ministère de la Santé. Heureusement, c'est à ce moment-là que deux partenaires, Catalyst Development et JSI, voulaient tester leur outil de priorisation et séquencement. Nous avons accepté cet outil. Pourquoi? Puisque tout le monde fait face à la pression accrue politique, des bailleurs, des experts qui recommandent, comme nous, des pressions de la population, des pays voisins et du monde. Nous avons vécu cette situation que vous voyez présentée d'ailleurs par Madame Johanna. Nous étions en face de ces vaccins. Il fallait introduire ces 8 vaccins. Nous avons essayé de manière simpliste de programmer, mais heureusement que l'outil que nous allons présenter pouvait nous aider à éviter des risques de mauvaise planification, de mauvaise programmation. Cet outil, côté méthodologique, a été présenté avec les 4 phases, mais nous allons juste signaler, après la première phase, nous avons tenu un premier atelier et après la collecte de données, deuxième atelier de priorisation dont a parlé Madame Johanna. Voilà les étapes de priorisation bien expliquées par Madame Johanna que nous avons respectées dans le choix des vaccins, avec des candidats vaccins, des vaccins adéquats avec leur importance. Ensuite, des critères, à côté de ces critères d'importance, il y a des critères de faisabilité. Et à la fin, les risques dont on a parlé avant de procéder au séquencement. Le premier atelier, voici le contenu du premier atelier, sélection des critères, pondération des critères, présélection des vaccins.
Deuxième atelier sur classement de vaccins en fonction de l'importance, en fonction de la faisabilité. Et enfin, séquencement de scénarios. Et quelques dates à retenir. Du 6 au 8 décembre 2023 à Kinshasa et en ligne, le premier atelier est intervenu. Et deuxième atelier à Kinshasa en présentiel de priorisation le 24 juin 2024. Et nous avons pu présenter nos recommandations pour validation appropriation en février 2024. Pour un horizon de 5 ans, 2025-2030, notre exercice, nous avons pu sélectionner au niveau du DGTCV 7 vaccins sur 21 proposés. RR, TCV, HPV, hépatite B à la naissance, méningite multivalente, tuberculose hexavalente, ces 7 vaccins devraient subir 15 critères qui ont été retenus, dont 9 essentiels et 6 supplémentaires, avec une pondération des critères. Nous sommes partis dans la littérature avec les partenaires des 85 critères pour aboutir à ces 15 critères. Nous avons recouru à des questionnaires de vote électronique et voici un exemple de l'importance, les critères d'importance, les 8 critères d'importance: incidence, prévalence, mortalité, risque d'épidémie, inégalité du fardeau, efficacité réelle, couverture des sérotypes actifs, durée de la protection, catégorisé en essentiel ou supplémentaire et à écarter. Et voici des propositions de pondération. Voici un exemple, comme Madame Johanna en a parlé, des résultats en ce qui concerne l'incidence. Après collecte des évidences, nous avons pu présenter ce tableau par type de vaccin en termes d'incidence après collecte des données, auprès des membres qui devraient choisir. Tout le monde a insisté sur, en bas comme vous voyez, sur la source des données. Et je crois que les GTCV ont une certaine expérience avec le modèle ETR pour la collecte des données probantes. Ça, ce n'est qu'un exemple de l'incidence. Voici l'exemple de collecte des données, des évidences sur la prévalence par rapport à ces maladies et la source. Il y a également, bien sûr, des problèmes des données non disponibles. Madame Laura et les autres ont essayé d'y revenir là-dessus. Madame Imen a insisté sur les données, le contexte local à ne pas négliger et que nous incluons déjà dans notre processus ETR de collecte des données évidentes. Nous avons combiné l'incidence et prévalence à travers cette classification. Donc, les maladies à incidence et prévalence élevée, nous les classons par rang. C'est important. Il y a RR en descendant, on part des fréquences élevées aux fréquences faibles. Fréquences élevées, c'est coté par exemple 1 pour RR, 2 pour TCV, 3 pour tuberculose, 4 pour HPV, ainsi de suite. Donc, les chiffres faibles correspondent au meilleur classement, si vous voulez, en termes d'incidence et prévalence, selon vote en ligne. Après avoir tenu compte des critères d'importance dont on a parlé là-bas,
face aux 7 vaccins présélectionnés choisis, après pondération, nous avons obtenu le classement qui est à la fin de rougeole, rubéole, hexavalent, méningite, hépatite B, TCV, HPV et tuberculose. Vous voyez, c'est un grand travail pour aboutir à ce tableau, comme l'exposé nous prend beaucoup de temps. Nous pouvons séparer ces vaccins en vaccins très prioritaires, prioritaires et autres vaccins. De la même façon qu'avec l'importance, nous classifions la faisabilité avec les critères disponibilité actuelle, disponibilité future, disponibilité de financement, disponibilité de la chaîne de froid, disponibilité de ressources humaines techniques et compatibilité des dosages et calendriers. Voici, selon la faisabilité, le classement obtenu après pondération: rougeole, rubéole, hexavalent, hépatite B, TCV, HPV, méningite multivalent et tuberculose. En combinant les deux catégories selon l'importance et faisabilité, nous obtenons un classement combiné. Et ce graphique, nous voyons par exemple que RR et hexavalent figurent parmi les vaccins importants et faisables. Voilà, résumé en fonction de vaccins très prioritaires et les autres vaccins. Cette diapositive a été commentée par Madame Johanna. Nous avons fait face aussi à ces contraintes de programmes et contraintes de vaccins. Et concrètement, nous avons tenu compte maintenant, à part l'importance et la faisabilité, des autres contraintes et des incertitudes, vaccin par vaccin. Après, cela va nous permettre de chronométrer l'introduction, programmer l'introduction en proposant pour chaque vaccin l'année la plus précoce d'introduction probable et l'année la plus tardive. Vous voyez, nous avons programmé rougeole, rubéole en 2025. Voici les résultats. Rougeole, rubéole, ce vaccin est déjà introduit en RDC. Maintenant, nous attendons ce que nous avons proposé: hépatite B, hexavalent, HPV, méningite pentavalent, TCV. Parmi les défis, c'est que le gouvernement a voulu que nous puissions changer, avancer l'HPV pour une priorité politique. Les autres défis, ce sont les vaccins. Par exemple, le paludisme doit continuer cette année, l'optimisation en Rotarix, le problème des financements, les problèmes d'épidémie dont on a parlé, gap de données, d'où le besoin de révision de notre priorisation. Nous avons déjà contacté GSA et l'OMS pour ça. Donc ce cadre nous a beaucoup appuyé sur base de preuves mesurables et quantifiables pour faciliter une prise de décision avec les limites des choix. Ce sont la compétence des membres qui choisissent les critères, ainsi de suite, tout ça. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur Moukalai. Je pense qu'on va passer maintenant à la session donc, des questions-réponses, notamment la question éthique. Est-ce qu'elle est prise en compte dans la priorisation des vaccins, notamment dans le cas du vaccin contre le human papillomavirus,
dans certains pays où la désinformation est très importante? Je ne sais pas si je peux prendre la parole. Mhm. Oui, et la question éthique est importante. Pour les membres de GTCV formés, nous y recourons dans des domaines spécifiques lors de nos travaux pour produire les avis dans le cadre ETR. Donc, nous devons en parler comme contrainte. Et c'est très important. Et en suivant cette formation, vous savez comment aborder le problème éthique et d'autres problèmes. Pourquoi nous avons besoin des socio-anthropologues de la santé dans nos comités GTCV. Voilà un peu ce que j'allais dire, que c'est un élément important et on en tient compte lors de la collecte des données probantes. Merci. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Moukalai, pour votre... je ne sais pas si... il y a une question dans la boîte questions-réponses. Je pense que c'est adressé à Johanna. Il y a une question à propos donc du score pour la priorité. Il demande si est-ce que plus que le score est faible, plus la priorité est élevée. Oui, effectivement, merci Eric. Donc, dans la présentation des résultats, et Eric, vous en avez parlé également, donc le système de vote montre bien que les votes qui ont le score le plus bas correspondent aux priorités les plus élevées. Après, c'est une méthodologie, c'est une façon de présenter le résultat et de la mettre en avant. Encore une fois, ce sont des méthodes qui peuvent être adaptées si besoin, mais dans laquelle vraiment on met en avant le principe de vote et d'utiliser les scores pour avoir un résultat en termes de niveau de priorité qui va être donc débattu et mis en avant ensuite par le GTCV pour arriver donc à finaliser cette recommandation sur les priorités et le séquençage des introductions. Ok. Merci beaucoup, Johanna. Y a-t-il d'autres questions? Sinon, donner donc une autre question qui a été posée depuis la session précédente. Quels sont les critères de coût qui doivent être utilisés et quelles données sont utiles pour l'analyse et la priorisation? Très bonne question. Johanna? Merci. Donc, en termes de critères de coût, il va falloir évidemment prendre en compte les coûts directs, mais également les coûts indirects. Donc, on revient sur la question de cette fameuse liste de 71 critères qui donne donc une liste des critères potentiels que vous pouvez prendre en compte lors de cet exercice de priorisation. Il va évidemment y avoir un besoin d'adapter également au contexte de coûts. Par exemple, sur les pays qui sont soutenus donc par Gavi, il y a la question du coût des vaccins disponibles sous le portfolio de Gavi. Et à l'inverse, on a également des pays qui peuvent gérer l'approvisionnement des vaccins seuls, donc soit en passant par l'UNICEF, soit en s'approvisionnant directement auprès des producteurs. Et dans ce cas-là, il y a plusieurs sources de données qui peuvent être disponibles, notamment sur le coût des vaccins. Mais donc, il y a un certain nombre de considérations donc, à prendre en compte, que ce soit au niveau donc des coûts directs, des coûts indirects, du coût du vaccin, du coût des accessoires. Et excusez-moi, je vais perdre mon français sur ce mot-là, mais donc tout ce qui peut donc contribuer également à développer une estimation de coût pour la priorisation et l'exercice général qui est amené ici. Merci.
Ok. Merci beaucoup, Johanna. Alors, une autre question, cette fois-ci pour Stéphane. C'est quel niveau de soutien est disponible et pour combien de temps pour les vaccins dans les pays confrontés à des contraintes financières? Je ne sais pas si Stéphane est avec nous. Oui, oui, je suis là. Je ne sais pas si Bien. vous m'entendez. Oui, on vous entend très bien. OK. Bon, merci beaucoup pour la question. Alors, dans le cadre de Gavi 6.0, c'est-à-dire notre nouveau période stratégique, l'appui au vaccin sera fourni par les moyens des budgets nationaux de vaccination, qui va offrir au pays un financement prévisible sur les 5 ans, donc c'est-à-dire 2026 à 2030. Donc, je crois que bon, ce qui est important à songer, c'est que ce processus de budget national de vaccination va remplacer le processus d'application continue qu'on a utilisé historiquement. Et ce nouveau processus va donner au pays la possibilité ou bien la nécessité de prendre des décisions afin d'optimiser et prioriser leur programme de vaccination selon les besoins et le contexte national. Comme tous les intervenantes ont déjà décrit de RDC et du Niger. C'est encore confirmé. En fait, le conseil d'administration a pris des décisions la semaine passée, mais le plan est que les pays vont recevoir les plafonds indicatifs de ces budgets nationaux de vaccination au début de l'année prochaine, c'est-à-dire, bon, dans un mois, peut-être deux, mais c'est encore à confirmer. Alors, ces informations seraient des allocations indicatives et les allocations finales seront communiquées au pays après la réunion du conseil administratif en juin de l'année prochaine. Donc, bon, en sommaire, il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer au niveau de Gavi et le système d'appui au sein du pays. Et bon, ces changements vont être communiqués dans un prochain délai. Bon, merci à vous. Ok, merci beaucoup, Stéphane. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle virtuelle? D'accord. Oui, oui, il n'y a plus de questions. Ah, pardon, il y a une main qui a été levée. D'accord. Je ne sais pas, je n'arrive pas à voir les mains levées. Il me semble qu'il s'agit de Patrice Pelema Moeres. Je vous en prie, allez-y. Ah, d'accord. Vous m'entendez? Ok, allez-y. Ouais, ouais. Vous Oui, m'entendez? on vous entend. Oui, oui, allez-y. Oui, bon, merci, hein, merci pour toutes les présentations qui sont vraiment pertinentes. Bon, moi, je voulais poser une question à M. Stephen de Gavi. Bon, il a dit que maintenant, les pays ne vont pas appliquer le fait des applications comme avant, que les budgets pour les vaccins seront mis dans les budgets nationaux. Je voudrais savoir quels sont les vaccins qui seront concernés par le cofinancement par les pays. Est-ce qu'il peut nous citer quelques vaccins qui seront concernés par le cofinancement? Merci à vous. Bon, merci pour la question. Si j'ai bien compris, en fait, tous les vaccins seront visés par le cofinancement. Est-ce que, je ne sais pas si j'ai bien compris votre question, hein, Oui, oui, mais c'est ça. Quels sont les ouais. vaccins qui seront concernés, dont les pays seront obligés de cofinancer parmi tous ces vaccins? Bon, tous les vaccins sont cofinancés hein, de la part de pays, hein.
Mais avec ces nouvelles façons, ce nouveau moyen d'appuyer les pays avec les budgets nationaux des vaccins, il y aura en fait, il y aura des vaccins qui vont être considérés en tant que protégés, les vaccins protégés, et les autres vaccins qui vont être considérés discrétionnaires. Et là, bon, les pays vont être dans la position de prendre des décisions ou des trade-offs. Quels sont les programmes qu'ils voudraient en fait continuer avec et quels sont en fait les autres à peut-être en termes de nouveaux vaccins à introduire. Encore une fois, les spécifiques, les informations spécifiques vont suivre bientôt au sein du pays. Et normalement, on va aussi organiser avec nos partenaires qui sont là présents davantage des webinars et des autres rencontres afin d'expliquer un peu mieux les nouveaux règles, si vous voulez. Et ce qui est important aussi à songer, c'est que avec ce nouveau moyen d'appuyer les pays, ça va pas être comme une application par application, comme avant. Bon, c'est-à-dire que si, par exemple, un pays voulait introduire le VPH, donc ils ont élaboré une application à Gavi pour ce vaccin. L'importance dans le nouveau période stratégique, c'est que les applications, ça va être en fait compréhensif. Donc, dans une seule application et avec une période ou vision de 5 ans, on va demander les pays d'élaborer ces plans-là, vraiment qui sont alliés aussi au plan national de vaccination que presque tous les pays sont soit en train d'élaborer ou soit ont déjà élaboré. Donc, c'est un peu comme cela que ça va marcher dans l'avenir. Mais encore une fois, plus des informations spécifiques et précises suivront. Ok. Merci beaucoup, Stéphane. Je vois 2 autres mains levées. Peut-être donner à Abdon la parole d'abord, puis à Sidi. Abdon? Merci beaucoup. Suite à une question dans le chat, c'est pourquoi j'ai replacé, je crois, la diapositive, insisté sur des aspects de contexte dans notre pays, par exemple. Par rapport à rougeole, rubéole, ça a marché. Nous venons de lancer ça selon notre priorisation, puisque les critères étaient réunis, entre autres, par rapport à Gavi qui vient de parler. Mais il y a notre programmation de HPV. Nous avons, selon nos données d'approvisionnement, puisque les pays doivent apprendre à se spécialiser en politique d'approvisionnement. La plupart des pays, je crois, recourent encore à des partenaires comme UNICEF pour comprendre le marché. Nous avons estimé avec nos partenaires que la disponibilité de vaccins pouvait poser problème pour HPV. Donc, on ne pouvait pas programmer HPV avant. Mais le gouvernement est venu nous demander d'avancer d'1 année ou 2 ans en fonction d'autres critères. C'est comme ça que nous sommes en train de solliciter la révision de notre programmation pour l'année prochaine en nous basant sur la présence de certains partenaires, comme je l'ai dit, OMS, GSA, etc., pour réactualiser notre priorisation. Ça va nous donner une autre expérience Catalyx Development à accepter. Voilà ce que j'allais dire. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Abdon. Monsieur Sidi?
Merci beaucoup, monsieur le modérateur, professeur Eric. Je pense que c'est juste un plaidoyer aux pays qui sont surtout connectés. C'est que cet exercice de priorisation, c'est vraiment un exercice qui est venu à son temps, vu toutes les contraintes financières de nos programmes de vaccination actuellement. Et la plupart des pays avaient fait leur stratégie nationale de vaccination. Je pense que dans la région africaine, il y a juste 2 pays qui n'ont pas encore fait. Et vu la situation a changé, donc c'est un temps réellement de pouvoir s'arrêter, d'analyser ce qui a été prévu. S'il y a vraiment des modifications majeures en termes de financement, et c'est pratiquement le cas, parce que les financements de Gavi donc, vont diminuer, mais aussi les aspects sur le financement, aussi les modalités vont diminuer. Je pense que Stéphane l'a un peu brossé, il y a eu des webinaires sur ça, c'est que les pays vont recevoir moins de financement. Et pour les introductions de vaccins, il y aura un enveloppe. Donc, il est important pour nos pays de s'arrêter de faire ces exercices de priorisation. Bon, ça va prendre 4 à 5 mois pour faire l'exercice, mais il vaut mieux bien prioriser et que cette priorisation-là puisse informer les stratégies nationales de vaccination dans les 5 ans à venir, dans les 10 ans à venir, que de se rendre compte dans 1 an, dans 2 ans qu'on avait mal planifié. Donc, je pense que cet exercice de priorisation, presque elle s'impose au pays. Le deuxième exercice, c'est les optimisations. Parmi les vaccins que vous avez actuellement dans le calendrier de vaccination, est-ce qu'il y a des options d'optimisation? Certainement, passer d'une valence plus élevée à une valence moins élevée, passer d'un vaccin plus cher à un vaccin moins cher. Tout ça, c'est des options que les pays doivent considérer réellement pour engager cette nouvelle ère de la vaccination et des programmes de santé dans nos pays. Donc, c'est un plaidoyer. Il y a certains pays qui ont déjà démarré, il y a certains qui sont dans le pipeline et qui vont démarrer très tôt, au premier trimestre de 2025. J'en appelle aux autres, si vous avez des programmations pour cet exercice de priorisation, d'optimisation, c'est le temps d'envoyer vos requêtes et de répondre au sondage qui a été envoyé à tous sur la plateforme de niche et qui certainement va être encore mis dans le chat par Raymond pour que vous puissiez déterminer un peu est-ce que vous êtes intéressé à faire cet exercice ou bien vous allez le repousser dans les mois à venir. Donc, c'était un peu ça, un plaidoyer auprès des GTCV et des programmes de vaccination sur cet exercice de priorisation et d'optimisation. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Sidi, pour votre intervention. Je pense que tout le monde va prendre note. Nous allons peut-être prendre une dernière question de Monsieur Koulibaly, parce que je crois qu'on est quand même au terme de... Mais on va prendre la question de Monsieur Koulibaly avant que Stéphane ne conclue. Monsieur Koulibaly? Monsieur Koulibaly, vous m'entendez? Monsieur Koulibaly, ouvrez votre micro, je crois qu'il est fermé. C'est pour ça qu'on ne vous entend pas. Ok, c'est pas M. Voilà. Koulibaly. Je ne sais pas si on nous entend. Effectivement, M. Koulibaly est dans la même enceinte que nous. C'est le Mali, le docteur Ibrahim Diarra, le directeur du PEV du Mali. Bien. Merci, hein. On est très ravis, hein, et ça s'impose, comme l'a dit tout de suite le docteur Sidi, ça s'impose à tous les pays. On a écouté lors de la rencontre des directeurs PEV cet exercice-là et c'est extrêmement important. J'ai été fasciné par les 2 exemples qui viennent d'être présentés. Comme je l'ai dit, tout le monde doit aller dans ce sens-là, surtout
les contextes et la réalité des ressources, il faudrait qu'on y pense. Et certainement, j'espère, hein, je l'espère, nous venons de terminer tout de suite le GTSP Mali par rapport à l'élaboration, bien entendu, de son plan de travail annuel 2026. On l'a intégré, cet exercice-là, comme activité du GTCV et j'espère, je pense que on est un peu en contact avec Sidi, que je remercie vivement ici par rapport à son accompagnement. Et j'espère également que cette activité, le centre d'appui au JTCV, pourra aussi assister le Mali dans ce sens-là. Je l'espère très bien. Donc, c'est vraiment un sentiment de satisfaction ici que je voudrais exprimer euh, au nom en tout cas du Mali par rapport à cet exercice-là. Donc ça s'impose et nous devons aller effectivement dans ce sens-là. Mais nous avons besoin de l'accompagnement également, toujours un des partenaires. C'est vrai, il est question également d'une mobilisation des ressources locales, mais on est aussi il faut effectivement qu'on soit aussi appuyé dans ce genre d'exercice. Voilà. Merci beaucoup. Je suis avec Koulibaly qui est à côté de moi. Merci beaucoup, hein. Merci, bonjour à tous. Moi, je voudrais juste savoir par rapport à la priorisation, la durée nécessaire par rapport à ça. Comme le Niger, effectivement, a fait une très bonne présentation par rapport à ça, et s'ils ont eu l'exemple et l'expérience par rapport à ça, je voudrais savoir quelle est la durée maximum par rapport à cette priorisation. Merci. Bien. Merci beaucoup pour votre question, Monsieur Koulibaly. En fait, nous avons eu, comme l'a déjà dit Monsieur Abdan, nous avons eu 2 ateliers, mais tout le processus, en fait, a duré 6 mois entre le début donc, du premier atelier et la formulation des recommandations. Je pense, comme vous l'avez inscrit dans votre programme d'activité de 2026, si vous commencez tôt, d'ici fin 2026, vous pourriez l'avoir. Voilà un peu. Il y a eu des contraintes qui ont fait que ça a été plus long, mais je pense que quand vous voyez les délais qui sont prévus, on peut même le faire en 4 mois. Merci beaucoup. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Merci beaucoup, c'est bien compris. OK, merci. Donc, Ouais. je pense que avec la Ouais. permission de l'organisateur, je vais leur redonner la parole. Merci Euh, vraiment à tous. Oui. Merci, Prof. Eric, merci, Prof. Abdoun, merci, Joanna et Stephen. Alors, merci pour tous les qui ont assisté à ce webinaire. On vous rappelle que le prochain webinaire, ce sera le 22 janvier. Le webinaire en français, on va voir de façon approfondie euh, l'optimisation en fait. Et aussi, s'il vous plaît, veuillez répondre au sondage à la fin de ce webinaire. Le sondage va être ouvert. Et on a mis aussi le lien pour le prochain webinaire. Et maintenant, je donne la parole à Stéphane pour la clôture. Merci, Dr. Imen. Et merci à toutes et à tous pour votre participation. Je crois que cette 5e session a été très riche en termes des informations partagées et tous les intervenantes avec des questions différentes. Donc, nous avons d'abord revisité par la présentation de Dr. Imen les facteurs qui favorisent ou bien, je dirais, pourraient même empêcher la mise en œuvre du PEV dans les systèmes de santé. Et ensuite, nous avons entendu des présentations détaillées sur la priorisation de nouveaux vaccins ainsi que sur l'élaboration des scénarios de séquençage réaliste par Joanna. Après la présentation de Joanna, est très importante, on a entendu les situations réelles, quoi. Donc, les expériences du Niger et la RDC en essayant de mener dans leur contexte ces exercices. Donc, cette présentation est, je dirais, combinée avec la discussion
interactif des questions posées ont mis évidence sur deux éléments clés. D'une part, l'importance de baser au même d'ancrer les exercices de priorisation dans les réalités du terrain. Et d'autre part, la valeur des outils d'approche qui permettent de tester différents scénarios pour soutenir une prise de décision qui est claire et pragmatique selon le contexte des pays. Et ce contexte, comme tous les intervenants ont expliqué, ces contextes pays sont différents dans chaque pays. Donc, en termes de la faisabilité, le pourquoi un vaccin sur un autre, donc prenons en compte le contexte et toutes les opportunités est nécessaire et était facilité par les outils existants. Alors, je voudrais remercier tous les intervenants pour votre engagement et la profondeur des contributions des acteurs qui ont présenté. Et bon, nous espérons, comme Dr. Imen vient de dire, il y aura d'autres webinaires dans le nouvel an. Et là, on envisage aussi d'être dans une position de partager avec vous beaucoup plus des informations de la part de Gavi précises qui sont importantes dans toute cette discussion. Donc, nous espérons que les enseignants partagés aujourd'hui vont être utiles pour vous, vont nourrissants, si vous voulez, les réflexions nationales et qui vont renforcer vos capacités à planifier les introductions de nouveaux vaccins de manière structurée, transparente et adaptée. On sait que le rôle de GTCV va être encore plus importante dans ce contexte, ce nouveau réalité dont nous sommes nous tous. Donc, c'est-à-dire beaucoup plus d'incertitude et moins de ressources, d'être honnête. Donc, je vous remercie encore pour votre participation et au plaisir de vous retrouver pour la prochaine session en janvier. Bonne journée à tous. Merci. Merci.